Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter des tests non paramétriques. Alors nous verrons que ces tests sont universels, qu'ils sont tout particulièrement utilisés dans le cadre de petits échantillons et nous verrons tout le côté pratique qu'ils revêtent et ce que l'on peut en tirer à travers donc la manipulation d'une table et d'un concept qui ne sont pas si difficiles à assimiler. Donc, je prendrai un plan découpé de la façon suivante. Nous allons tout d'abord rappeler les conditions d'utilisation de ces tests non paramétriques, après en avoir fait un rapide listing. Et puis, nous verrons donc, à travers un exemple consacré tout particulièrement au test de Mann-Whitney, comment nous résolvons un problème associé à l'utilisation de ces tests non paramétriques. Alors, quand allons-nous utiliser les tests non paramétriques? Eh bien, lorsque les conditions d'utilisation des tests paramétriques ne sont pas vérifiées. Entre autres, lorsque nous sommes dans le cas de la non-connaissance de la distribution de la loi de probabilité de la variable d'étude, ou lorsque celle-ci ne suit pas une loi normale. Et ceci est tout particulièrement vrai dans le cas d'échantillons de petite taille. Alors bien qu'ils soient moins puissants que les tests paramétriques, les tests non paramétriques vont nous permettre, sans aucune hypothèse particulière sur la loi de probabilité de la variable d'étude, eh bien, de tirer des conclusions très intéressantes. Alors si on les appelle non paramétriques, c'est parce qu'il n'est nul besoin de paramètres exacts, tels que la moyenne ou la variance, pour construire le test. On remplace les valeurs réelles prises par la variable par les rangs de ces valeurs. On passe dès lors à une échelle ordinale qui est celle qui est utilisée dans le test. Ces tests sont universels. Que la variable quantitative soit continue dans le cas où l'on ignore sa loi de distribution et où les échantillons sont de petite taille, ou que cette variable soit quantitative discrète, ou bien encore, dans le cas de variables qualitatives ordinales, eh bien, nous allons pouvoir utiliser le test de Mann-Whitney qui est très populaire, le test de Wilcoxon. Nous allons pouvoir faire le test T du coefficient de corrélation de Spearman dans le cas des distributions bivariées, ou bien le test sur les signes utilisant la loi de binomial, et il y en a bien d'autres. Dans le cas de variables nominales, eh bien nous avons déjà consacré des vidéos à la réalisation, dans ce cas précis, de tests du Qui2, très populaire. Il ne faudra tout de même pas oublier qu'il existe le test de Fisher exact. Cette vidéo va être tout particulièrement dédiée au traitement d'un test de Mann-Whitney. Donc nous n'allons pas balayer tous les tests non paramétriques qu'il vous est possible de réaliser dans le cas où vous disposez de variables continues mais dont vous ignorez la loi de distribution, ou dans le cas de variables discrètes ou encore qualitatives ordinales. Nous allons voir que le test de Mann-Whitney est un test très populaire et essayer de comprendre comment on va pouvoir l'utiliser. Il faut savoir qu'il y a un test concurrent du test de Mann-Whitney qui est le test de la somme des rangs de Wilcoxon. Mais les deux tests, Mann-Whitney et Wilcoxon, conduisent exactement aux mêmes conclusions et peuvent se déduire l'un l'autre. Je vous propose un exemple qui va nous permettre de comprendre comment on utilise le test de Mann-Whitney pour répondre à une question précise en statistique. Intéressons-nous à la surveillance d'une plage qui vient de subir une récente pollution à un hydrocarbure. Un prélèvement de 8 coques au hasard sur cette plage a permis de mesurer au laboratoire la concentration du polluant contenu dans leur chair en mg par kg de poids sec. 10 jours plus tard, un deuxième échantillon de 9 coques a été collecté au hasard sur la plage pour évaluer le taux de polluant que leur chair renfermait. Il s'agit d'un deuxième prélèvement. Les résultats sont reportés en mg par kg sur les deux listes qui sont présentées en dessous. Le prélèvement 1
contient donc 8 valeurs, 39, 41, 39, 33, 35, 33, 40 et 38. Le prélèvement 2, 9 valeurs, 35, 26, 40, 27, 29, 31, 32, 30 et 35. Et la question qu'on se pose est la suivante. En 10 jours, la quantité de polluants a-t-elle significativement diminué sur la plage? Alors nous voyons que les deux séries de valeurs, prélèvement 1 et prélèvement 2, sont associées à des tailles 8 et 9 qui sont toutes deux inférieures à 30. Nous sommes donc dans le cas particulier d'échantillons de petite taille. Que savons-nous de la variable d'étude? Eh bien cette variable d'étude est donc la concentration du polluant contenu dans la chair des coques en milligrammes par kilogramme. Quelle est la population? Eh bien, nous sommes donc confrontés à deux populations. La première est celle que constitue la plage, l'ensemble de la plage, c'est-à-dire toutes les coques que nous pourrions ramasser sur cette plage au moment où nous commençons le premier prélèvement. Et la deuxième population est la plage, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les coques que nous pourrions prélever sur cette plage au moment où nous faisons le deuxième prélèvement, c'est-à-dire 10 jours après. Pour des raisons pratiques, nous passons les valeurs du prélèvement 2 en rouge, ce qui nous permettra de mieux maîtriser la construction du test. Résumons. La variable d'étude est quantitative continue et suit une distribution dont nous ignorons tout. Notamment, nous ne savons pas si elle est de nature normale. Les deux séries de valeurs indépendantes constituent des échantillons de petite taille, tous deux inférieurs à 30 en effectif. Donc, nous pouvons utiliser un test non paramétrique unilatéral de Mann-Whitney ou bien un test unilatéral de Wilcoxon pour répondre à la question posée. Bon, nous allons choisir ici d'utiliser le plus populaire des deux, c'est-à-dire celui de Mann-Whitney. Et nous allons nous intéresser à l'enchevêtrement des observations des deux échantillons afin de savoir si la répartition des valeurs est homogène ou pas. Tout comme le test de Wilcoxon, le test de Mann-Whitney repose sur la notion de rang et nous allons voir comment nous allons pouvoir utiliser ces rangs. Mais définissons tout d'abord l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. La question que l'on se pose, c'est si la concentration de polluants a diminué sur la plage dans les 10 jours qui séparent le prélèvement 2 du prélèvement 1. Nous sommes donc confrontés à un test unilatéral. Nous posons H0, les distributions de la variable, c'est-à-dire concentration du polluant en milligrammes par kilogramme, dans la population 1, plage au moment du premier prélèvement, et dans la population 2, plage 10 jours après, sont identiques. Ce qui signifie, sous l'hypothèse nulle, que les différences constatées entre les deux échantillons ne sont pas significatives, mais peuvent être imputées au hasard des fluctuations d'échantillonnage. Alors, l'hypothèse alternative, H1, est donc les valeurs de la variable dans la population 2 sont inférieures à celles dans la population 1. Les différences là sous H1 sont significatives. Le polluant est présent en moindre quantité sur la plage 10 jours après le premier prélèvement. Et c'est bien cela que nous voulons vérifier avec les valeurs dont nous disposons dans ces deux séries. Alors sur quoi est fondé le test de Mann-Whitney ? Eh bien, la variable de décision est une variable aléatoire U qui va être calculée de la façon suivante. Pour chaque valeur xi de la première série, on compte le nombre de valeurs yi qui lui sont strictement inférieures. Et puis, pour chaque valeur xi de cette série, on compte le nombre de valeurs yi qui lui sont égales. Et on multiplie ce nombre par un demi. Ux, c'est la somme de ces deux nombres qui viennent d'être calculés. On fait de la même façon le calcul de uy et on considère ensuite le minimum des deux quantités ux et uy que l'on confronte à une table des valeurs de U de Mann-Whitney pour les tailles correspondant
aux échantillons N1 et N2 considérés. Alors nous allons voir comment on manipule cela directement avec notre exemple. Alors, vous le voyez, les valeurs qui correspondent aux séries des prélèvements 1 et 2 ont été regroupées et ordonnées. Donc il faut donc commencer à faire cela. Alors vous voyez pourquoi j'ai utilisé deux couleurs, je vous conseille de le faire donc pour vos tests. Eh bien tout simplement parce qu'il est nettement plus facile de s'y repérer et de ne pas faire d'erreur. Vous pouvez même, au fur et à mesure que vous rangez donc les valeurs dans l'ordre, cocher et rayer les valeurs qui sont déjà empruntées pour ne pas les mettre deux fois, voire aussi pour ne pas omettre des valeurs dans cette liste. Bien, une fois que les valeurs sont mises, vous faites figurer également en même temps l'origine de ces valeurs. Nous sommes alors prêts pour calculer la valeur de U. Vous voyez, comme nous avons commencé par la série qui a le plus faible rang, eh bien nous allons rechercher combien de valeurs pour chacune des valeurs de cette série de l'autre série, c'est-à-dire du prélèvement 1, précède chacune des valeurs de prélèvement 2. Commençons par la valeur 40, qui est la dernière présentée dans la série du prélèvement 2. Nous voyons que la valeur 40 est égale à la valeur 40 du prélèvement 1. Nous sommes donc, compte tenu du schéma du calcul que je viens de vous présenter, amenés à considérer un demi-point pour marquer le fait que la valeur 40 du prélèvement 1 est égale à celle de 40 du prélèvement 2. Mais nous constatons également que cette valeur 40 du prélèvement 2 est précédée des valeurs 39, 39, 38, 35, 33 et 33 du prélèvement 1. Nous allons donc affecter à chacune de ces valeurs qui précèdent la valeur 40 du prélèvement 2 la valeur de 1 point. Ce qui nous donne donc une somme de points qui est à reporter pour cette valeur de 40 qui est 0,5 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire 6,5. Et bien dans cette colonne supplémentaire que je montre maintenant et qui est celle des points obtenus à chacune des valeurs du prélèvement 2, eh bien j'ai bien fait figurer en marge de la valeur 40 du prélèvement 2 la valeur de 6,5 avec le détail de son calcul. De la même façon, nous voyons que la valeur 35 du prélèvement 2 est précédée ou égalée donc respectivement de 35 au prélèvement 1, 33 au prélèvement 1 et 33 au prélèvement 1, ce qui fait donc une somme de points de 0,5 plus 1, c'est-à-dire 2,5. Nous procédons de la même façon pour la deuxième valeur 35 du prélèvement 2 pour obtenir à nouveau le score de 2,5. Quant aux 6 premières valeurs de 26, 27, 29, 30, 31 et 32 du prélèvement 2, eh bien elles n'ont aucune valeur du prélèvement 1 qui les précède. Nous avons donc un score de 0 pour chacune de ces valeurs. Lorsque nous faisons la somme des points obtenus, nous obtenons la valeur de U qui est recherchée, c'est-à-dire 11,5. Et c'est cette valeur que nous allons confronter à une table de Mann-Whitney pour conclure et décider de l'acceptation ou non de l'hypothèse nulle. Mais avant d'apprendre à lire la table de Mann-Whitney, eh bien, je vais vous présenter une deuxième méthode plus pratique pour réaliser ce test. Nous allons, comme d'habitude, considérer les valeurs ordonnées avec l'origine des prélèvements qui concernent chacune de ces valeurs. Donc, les valeurs ordonnées sont réunies et nous allons créer deux colonnes. Deux colonnes destinées à recevoir les rangs pour chacune des séries. Je vous ai parlé des rangs, nous allons donc appliquer cette méthode pour trouver cette statistique U de 11,5 d'une autre façon. Alors une fois que les colonnes sont préparées, eh bien il devient très simple de commencer à donner les rangs que prennent les valeurs de la variable
qui sont donc mises dans l'ordre. 26 du prélèvement 2, donc on va dans la colonne prélèvement 2, eh bien la première valeur, elle porte le rang 1. Nous ordonnons les valeurs dans l'ordre croissant, les rangs sont dans l'ordre croissant. La deuxième valeur concerne également le prélèvement 2, 27, donc le rang 2 pour la valeur 27. De la même façon, les valeurs 29, 30, 31 et 32 qui suivent ont les rangs respectifs 3, 4, 5 et 6. Alors, les deux valeurs qui suivent sont prises par le prélèvement 1 et valent toutes les deux 33. Plutôt que leur attribuer le rang 7 ou 7 puis 8, eh bien, nous allons traiter ces ex-aequo en considérant leur rang moyen. C'est-à-dire que pour la valeur 33, ici prise deux fois par le prélèvement 1, nous allons considérer que le rang 7 plus 8 sera divisé par 2 pour obtenir le rang 7,5. C'est pourquoi, dans la colonne prélèvement 1, j'indique donc le rang 7,5 pour les deux valeurs 33. En procédant de la même façon pour l'ensemble des valeurs mesurées, eh bien, je vais pouvoir ainsi attribuer les rangs pour toutes ces valeurs. Lorsque je rencontre la valeur 35, qui est prise à la fois par le prélèvement 2 deux fois et par le prélèvement 1, j'attribue, de la même façon que pour la valeur 33, un rang moyen qui est ici de 10. La valeur 38 a le rang de 12. La valeur 39 qui suit et qui est rencontrée deux fois, le rang de 13,5. Et la valeur 40 qui est rencontrée deux fois, le rang de 15,5. Nous terminons par la valeur 41 du prélèvement 1 qui a le rang 17, le dernier rang. Nous avons bien effectivement 17 valeurs, 9 pour le prélèvement 2 et 8 pour le prélèvement 1. Nous avons donc tout pour calculer la somme des rangs pour les valeurs de la série correspondant au prélèvement 1, qui est ici de 96,5, et la somme des rangs pour la série de valeurs du prélèvement 2, qui est ici de 56,5, que nous portons bien sûr sur notre tableau. Une fois la somme de ces rangs calculée pour les deux séries de valeurs, nous allons retrancher le minimum de la somme de ces rangs pour chacune de ces deux séries. Nous avons vite compris que cette valeur vaut ni facteur de ni plus 1 sur 2, i valant 1 ou 2, dépendant de la série, pour chacune des séries considérées. Et en retranchant donc cette quantité que j'ai fait figurer sur les lignes de mon tableau, eh bien, je vais pouvoir obtenir la statistique U pour chaque série. Nous voyons que n facteur de n plus 1 sur 2 pour le prélèvement 1 vaut 36, alors qu'il vaut 45 pour le prélèvement 2. Nous avons donc pour la statistique U de Mann-Whitney la quantité 96,5 moins 36 qui est égal à 60,5 pour le prélèvement 1, alors que cette statistique U vaut 56,5 moins 45, c'est-à-dire 11,5 pour le prélèvement 2. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à considérer cette fois-ci le minimum de ces deux valeurs, c'est-à-dire 11,5, et à comparer cette valeur minimale au seuil que nous allons lire dans la table de Mann-Whitney. Alors, l'hypothèse nulle sera rejetée si ce minimum est inférieur à la valeur seuil. Alors, comparons les deux méthodes. Vous voyez que j'ai fait figurer cette fois-ci les résultats obtenus avec les points que nous avons calculés dans la première méthode de calcul de la statistique U, et nous avons exactement la même valeur de 11,5 qui est à considérer donc en l'occurrence pour la série du prélèvement 2. Il ne nous reste plus qu'à apprendre à lire une table de Mann-Whitney, à ne pas se tromper dans la valeur de la probabilité seuil alpha pour bien considérer le seuil qui va intervenir dans la décision.
Eh bien, voici à quoi ressemble donc notre table de Mann-Whitney, notre table des valeurs critiques de U pour le test de Mann-Whitney. Il s'agit donc d'une table qui reprend toutes les possibilités de couple N1, N2, ce jusqu'à des valeurs raisonnables, disons 20 pour N2 et 20 pour N1. Au-delà de ces valeurs, il devient rébarbatif de faire ce genre de statistiques et nous verrons que nous pourrons approcher la valeur de U sans trop de biais, avec une bonne précision, à l'aide d'une statistique Z de la loi normale centrée réduite. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, pour en revenir à cette table de Mann-Whitney, eh bien, cette table est considérée pour une valeur précise de alpha. La table que je vous présente est donc celle qui correspond à alpha égale 10% pour un test bilatéral et qui correspond à alpha égale 5% pour un test unilatéral. Elle se lit donc aussi bien pour prendre des décisions sur un test bilatéral au seuil de 10% que sur un test unilatéral au seuil de 5%. Cette table va nous donner la valeur seuil U seuil pour chaque couple N1, N2 qui correspond aux tailles des deux échantillons qui sont engagés dans le test. Ici, notre premier échantillon avait un effectif de 9. Je vais donc considérer, comme l'indique le trait pointillé rouge, la colonne N2 égale 9 et notre deuxième échantillon a un effectif de 8. Nous allons donc considérer la ligne N1 égale 8. À l'intersection de la colonne N2 égale 9 et N1 égale 8 pour la ligne, nous avons donc la valeur 18 que nous lisons dans la table. Nous remarquons que cette valeur 18 pourrait s'obtenir aussi bien avec la colonne N2 égale 8 et la ligne N1 égale 9. C'est tout à fait logique. Cette valeur 18 va donc être la valeur seuil qui va me permettre de rejeter ou non l'hypothèse nulle. Bien, nous avons donc maintenant tous les moyens de conclure ce test. Alpha, le seuil standard est de 5%, le test est unilatéral. Nous avons les effectifs N1 égale 8, N2 égale 9 qui nous ont donné une statistique U-min calculée de 11,5 pour un seuil lu sur la table de 18. Nous avons donc U-min qui est inférieur à U-seuil, donc nous sommes en mesure de rejeter l'hypothèse nulle au seuil de 5%. C'est-à-dire que de telles différences observées sur les deux échantillons ne peuvent s'expliquer par le hasard. Elles sont donc significatives. Autrement dit, en 10 jours, la quantité de polluants a significativement diminué sur la plage. Alors, ceci est d'un point de vue écologique plutôt une bonne nouvelle, puisque cela veut dire que la plage est moins polluée que 10 jours auparavant, c'est-à-dire 10 jours avant le prélèvement 2, c'est-à-dire au moment où nous avons effectué le prélèvement 1. Donc vous voyez, à l'aide de très peu de moyens, nous effectuons des tests biologiques au laboratoire sur 8 coques. Nous avons des moyens modernes pour détecter la concentration en polluants sur ces mollusques, ces petits animaux marins. Eh bien, nous pouvons avoir une idée de la qualité de la plage. Et bien voilà, le test non paramétrique de Mann-Whitney n'a plus de secret pour vous. Alors j'espère que cette vidéo vous a été fort utile et que vous voyez que finalement il n'est pas si compliqué de traiter un problème à travers un test non paramétrique. N'oubliez pas qu'en psychologie, en sociologie ou en médecine, on est très souvent confronté à ce genre de tests non paramétriques et qui permettent déjà de donner des informations très précieuses sur un jugement d'échantillon sans avoir besoin de définir une loi quelconque que suivrait la variable d'étude qui est sous-jacente.